Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui à Bruxelles pour vous faire découvrir deux projets qui ont ceci en commun, qu'il a fallu complètement déstructurer, restructurer l'ensemble. Alors en fin d'émission, on ira découvrir une maison du côté d'Oderghem, mais pour l'heure, on va pousser la porte d'un appartement devenu duplex que l'on découvre après le sommaire. Cet ancien immeuble de bureau de Barcelone a été transformé en hôtel design et branché, accessible à budget très serré. Un petit tour en bord de mer, dans la maison knockoise de Caroline Noté, meubles 60s et objets insolites construisent tout un univers. Comment installer un chauffage sol sur un chantier de rénovation? Pour le savoir, on retrouve Anne dans la maison de l'émission. Pour faire pousser les premiers légumes de l'été, Robert et Sarah construisent une jardinière transformée en mini-serre. Alors vous allez voir, le contraste est assez saisissant entre ce hall d'entrée assez classique finalement des maisons bruxelloises et puis l'appartement auquel on accède en montant ces quelques marches. Alors voilà, le point de départ de cette restructuration, c'est ceci, cet immense puits de lumière qui va permettre aussi d'avoir une communication vers l'étage des caves où on va retrouver aujourd'hui les chambres et puis ces pièces de vie. C'est vraiment ça qui vous a permis de débuter la rénovation ? Et tout à fait, l'idée c'était vraiment d'avoir un appel visuel quand on rentre dans le loft et vraiment une aspiration vers le bas. L'histoire de ce loft, ce sont au départ deux plateaux simples, industriels, et puis il faut amener de la chaleur, amener de la vie. L'idée c'était de connecter les chambres au rez-de-chaussée avec l'espace de vie qui se trouve au bel étage. Beaucoup de travail aussi sur la lumière, il y a une seule entrée de lumière, c'est côté rue, et puis il fallait garder l'âme du lieu, la structure et l'architecture aussi. Oui, effectivement. Et c'est pour cette raison que nous avons récupéré les miroirs existants. Ça existait, ça n'a pas été chamboulé, si on peut dire. Tout à fait. Donc il y avait de la peinture qui recouvrait ces miroirs. On a retiré la peinture et grâce au puits de lumière, on a un maximum de lumière qui rentre dans le loft. Et l'idée des puits de lumière, on la retrouve aussi dans ces pièces de vie avec la possibilité d'amener la lumière vers l'étage inférieur, vers l'étage des chambres. Cet appartement, au départ, il avait été prévu pour un couple qui a dû, pour des raisons professionnelles, partir à l'étranger. Et donc, voilà un étranger qui vient ici à Bruxelles, venant d'Angleterre. Et vous avez poussé les portes de ce lieu, vous vous êtes dit, waouh, j'ai envie de vivre là. C'est vrai, j'avais déjà repéré pas mal d'appartements sur Internet. Ouais. Et j'ai une agence qui m'a permis d'en visiter une vingtaine en 2 jours et je me suis fait une bonne idée de ce qu'il y avait. Et là, quand je suis rentré, effectivement, il y avait cet espace, cette clarté inhabituelle pour un appartement finalement au rez-de-chaussée en centre-ville. Et ça m'a beaucoup plu. En Angleterre, vous viviez dans une petite maison, 75 mètres carrés. Là, vous débarquez dans ce lieu, dans ce grand volume, avec une configuration aussi un peu particulière. Je pense entre autres à la chambre. C'est vrai, c'est un contraste entre la maison victorienne et grand jardin et ici le grand volume qui pourrait même accueillir la maison anglaise. Et la chambre, ça faisait un petit peu terrier comme c'était en souterrain et ça a donné une impression de très cosy, home sweet home comme on dit en Angleterre. Et puis le puits de lumière apporte de la lumière au fond de la chambre et ça permet d'avoir quelques plantes pour donner un petit peu de vie, même si j'ai pas de jardin ici. Alors vous qui êtes un grand voyageur, je suppose que vous avez déjà été faire un petit tour à Barcelone? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez l'hôtel Générateur? Non, pas du tout. Écoutez, il suffit de regarder ce reportage. Bienvenue à Barcelone. Soleil, architecture, tapas et ambiance de fête, la ville figure dans le top 5 des destinations City Trip en Europe. Pour loger tout ce monde, il a fallu créer des lieux adaptés à tous les porte-monnaies. Non loin de la Sagrada Familia, en voici un qui propose des tarifs défiant toute concurrence, le Générateur Hotel. Cette façade était très grise, très ennuyeuse. On n'a pas voulu la changer. On a conservé un aspect fonctionnel, très bureau. On a juste rajouté une structure en acier et des panneaux solaires sur le toit. À l'intérieur, les 5000 m² offraient un bel espace à aménager. Plus de 60 chambres sont maintenant proposées, certaines en dortoir commun à 12 € la nuit, d'autres plus luxueuses, dotées d'un balcon avec vue imprenable sur le quartier de Grazia. Auparavant, ces terrasses étaient inexploitées, alors qu'elles sont magnifiques et bien orientées. Nous avons voulu y donner l'accès dans les chambres des étages supérieurs, dont le prix est un peu plus élevé, 50 € la nuit.
Mais l'esprit du Générator, c'est surtout dans les parties communes de l'hôtel qu'on le trouve. L'ancien hall d'entrée très fonctionnel s'est transformé en lobby à la déco décalée. Pas vraiment un lieu d'attente, c'est plutôt un lieu de détente. La jeune clientèle aime y passer du temps prélassée dans des fauteuils suspendus à une grande structure en bois très graphique qui occupe l'ensemble de l'espace. À l'étage, on trouve un bric-à-brac où s'entremêlent des centaines d'objets vintage. Ici, nous avions comme une page blanche. C'était un bâtiment moderniste assez vieillot, comme il en existe des centaines à Barcelone. Le challenge était intéressant de créer ici une atmosphère plus dans l'air du temps. C'est la nuit que cet esprit fantaisiste s'exprime le mieux. L'hôtel joue alors la carte des lumières résolument colorées. Le clou du spectacle se situe dans la salle du rez-de-chaussée où plus de 300 lampadaires ont été accrochés la tête en bas, comme des chauves-souris. Une scénographie pleine de fougue en accord avec la mouvance nocturne de Barcelone. Habituellement, je n'aime pas les hôtels. Je voulais trouver un endroit différent qui m'offre une nouvelle expérience. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Cet endroit a vraiment l'air bien. Plus qu'un endroit où l'on dort, le Générator Hôtel est un lieu de rencontre et une véritable expérience. Il en existe maintenant 7 en Europe, autant d'occasions de partager ensemble un petit parfum de vacances. Quand on descend vers l'étage des chambres, ce qui marque aussi, c'est évidemment cette hauteur de plafond et puis toute la clarté, le blanc au sol, le blanc au mur, le blanc au plafond et ce mélange de matériaux, matériaux industriels, on retrouve des poutres anciennes et puis ces châssis en acier. Voilà, et c'est vrai que le blanc dont vous parlez va mettre ces matériaux en valeur. Notamment ici, on a une porte qui a un style tout à fait brut, en acier. Il faut savoir aussi qu'on la vernit parce que sinon, il risque de rouiller. Et on a vraiment un cadre brut dans une atmosphère très chaleureuse et on mélange ces atmosphères pour avoir un univers tout à fait cohérent. Et puis, toujours au niveau de l'aménagement, pour amener un peu plus d'intimité finalement dans cette chambre, il y a une astuce toute simple, c'est ce rideau. Et oui, parce qu'on a 2 parois avec 2 entrées de lumière. Alors c'est vrai que pour avoir un peu d'intimité, vous fixez un rail tout simplement au plafond et vous travaillez ici avec des tentures blanches. On garde vraiment le caractère blanc de l'intérieur de la pièce, mais on pourrait ajouter de la couleur. Gilles, quand on regarde l'aménagement d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a aussi 2 éléments colorés qui vont quelque part structurer l'aménagement actuel. Effectivement, il y a d'abord cette boîte ici qui est fichée dans le plafond et qui redonne un peu une échelle humaine au bâtiment. Et puis, il y a cette cloison qui fait la liaison entre le bel étage et le sous-sol. Et quand on lève les yeux au plafond, on se rend compte que là aussi, vous êtes un petit peu amusé. On a réutilisé les caissons existants pour en faire un damier noir et blanc. C'était des caissons de verre au départ. Des caissons de verre avec au-dessus une terrasse. Après un petit détour par Barcelone tout à l'heure, on retourne du côté de la mer, mais de notre mer nationale, côté Knock, si l'on peut dire, pour découvrir la maison d'une fille de bord de mer. Sur la plage abandonnée, Knock-le-Zout, sa plage, ses boutiques chics et ses vacanciers aux belles voitures. L'image est connue. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il suffit de s'éloigner juste un peu de la très touristique digue pour découvrir les quartiers authentiques de la cité balnéaire. Et là, au beau milieu d'une jolie petite rue, surprise, une maison au toit pointu et aux couleurs qui rappellent les cabines de plage d'antan. Nous sommes chez Caroline Noté, architecte photographe. J'ai très vite flashé sur cette maison. Elle présentait beaucoup de points positifs. Elle était bien orientée, la taille était absolument parfaite. Elle avait un petit jardin et elle avait cet atelier magique que j'ai pu transformer comme atelier de photographe. Noir, blanc, rouge. Les couleurs de la façade sont à l'image de la propriétaire, vives, décalées, un brin nostalgique. À l'intérieur, ces 3 teintes dominent également, créant une atmosphère contemporaine au parfum de vacances. Fil rouge au sens propre comme au sens figuré, un liseré parcourt tout l'espace et réveille les murs blancs du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage. Et aux 4 coins de la maison, un curieux logo, rouge lui aussi. Alors Caillot, c'est donc le diminutif de carreau.
Et aussi, c'est un mot qui commence par la lettre K, comme Knock. Beaucoup d'autres petits clins d'œil à l'enfance parmi les objets qu'affectionne Caroline. Souvenirs de famille ou patiemment chinés, ils forment une joyeuse composition d'œuvres design et de bibelots à pure valeur sentimentale. Je fonctionne à l'inverse d'une décoratrice. C'est-à-dire que une fois que j'ai l'objet, j'essaie de voir où il peut fonctionner. Je change souvent l'atmosphère. Donc il n'y a rien qui est fixe. Et je ne réfléchis jamais en achetant un objet pour voir s'il va fonctionner avec le reste. Ce sont tous des objets coup de cœur, des objets qui me parlent, qui me ressemblent. La maison de Caroline Noté fourmille d'astuces ludiques et pas forcément coûteuses. Comme cette idée sympa pour dynamiser une cuisine un peu fade et vieillotte, l'offrir en tableau géant prêt à recueillir les créations des petits et des grands. Même si elle n'a pas voulu en faire un showroom, la décoratrice nous offre avec sa maison cabine de plage la démonstration d'un intérieur réussi, un endroit qui ressemble à celui qui y vit, tout simplement. Dernier petit détail dans cet appartement en Virginie, c'est ici, dans cette salle de bain, on n'y pense pas assez. On a l'espace salle de bain douche et puis on a l'espace dressing. Et l'astuce, c'est ceci. Alors oui, c'est vrai, souvent on a des dressings composés d'armoires hautes sur les deux côtés, alors ça fait un couloir très étroit. Finalement, on peut aussi travailler un meuble bas, alors soit commode, soit carrément bas, comme un petit banc, c'est plus facile pour mettre ses chaussures, faire ses lacets, surtout quand on prend de l'âge. Et alors, ce meuble, quelque part, eh bien, il se prolonge visuellement. Et oui, on utilise le même matériau déjà, donc on a vraiment une prolongation. Et puis on va retrouver la tablette du meuble qui soutient le lavabo et puis qui devient étagère dans le même espace. Et puis qui nous amène aussi vers cet espace de douche avec ce détail que j'aime beaucoup, la paroi vitrée qui nous permet d'avoir vraiment une vue vers le jardin japonais et vers le puits de lumière. Vous aimez ça, hein? Ah, ça doit être sympa le matin, oui. Ou le soir, ou le soir aussi. On va faire un petit tour out of game maintenant pour découvrir la restructuration d'une habitation, d'une maison. Ici, au niveau du rez-de-chaussée, il y a eu peu de transformations. Finalement, on va retrouver le garage, le bureau et puis la connexion vers le jardin. Par contre, dès qu'on monte à l'étage, là, eh bien, la maison s'agrandit quelque peu. Petit détail avant de pénétrer dans cette pièce de vie, c'est évidemment cette porte coulissante vitrée qui permet d'avoir une communication avec la cage d'escalier tout en s'isolant quelque peu. Mais vous ne vouliez pas vous isoler, vous vouliez avoir une vraie vie de famille, vous vouliez décloisonner cette maison qui au départ était construite avec des petites pièces. Exact. En fait, l'ancienne pièce était fermée ici par une cloison et on l'a complètement dégagée et on a aussi écarté le mur de façade d'1 mètre à 1 mètre 20 afin d'avoir vraiment un volume beaucoup plus conséquent dans la salle à manger et dans la cuisine. La façade arrière, au départ, eh bien, elle s'arrêtait ici. Hein. Qu'est-ce que ces quelques mètres carrés, finalement, ont apporté dans votre vie de tous les jours? Elles ont apporté de la convivialité, donc on a un meilleur agencement des espaces, la cuisine juste à côté de la salle à manger. Et donc l'ensemble est tout à fait uniforme et très agréable. Un autre gros changement, c'est quand on regarde la façade avant et après transformation. Exactement, donc le parement de façade était assez laid, assez peu facile du point de vue énergétique. Et donc on a décidé de l'arracher, de mettre un crépi sur isolant d'une teinte grise pour créer un côté un peu monolithique cassé avec les deux bacs en lierre. On va profiter un peu de ce rayon de soleil pour prendre du recul et bien comprendre l'évolution de cette maison. On l'a vu à l'intérieur, les murs ont été poussés, si l'on peut dire. Et puis là, on découvre vraiment votre intervention, c'est-à-dire la chambre parentale qui a été posée sur le toit, la toiture qui, à la base, était une toiture plate. Oui, donc c'était une toiture plate comme on le voit sur la maison voisine, le voisin de droite. Et comme la maison était un peu étroite pour pouvoir abriter toute la famille, on a eu cette opportunité de faire un volume de toiture qui est toiture en façade à rue, mais qui est façade en façade arrière. Quand Benjamin et Diane sont venus vous trouver, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Qu'est-ce qu'ils recherchaient finalement pour leur maison? Ils recherchaient une maison unifamiliale. Ils voulaient donc une maison qui puisse accueillir 3 enfants, éventuellement un ami de passage. Et donc ils voulaient avoir des espaces ouverts, un espace parent qui soit plus sympa et un peu plus cosy que les chambres enfants. D'où l'extension sur le toit pour pouvoir leur amener tout ça. Alors il y a une autre maison qui évolue de semaine en semaine, c'est bien entendu la maison de l'émission. On va donc y faire un petit tour. Après l'isolation du sol dans la maison de l'émission la semaine dernière, on est prêt pour la pose du système de chauffage.
ici dans la maison, et c'est souvent le cas en rénovation, on n'avait que 8 cm pour poser l'isolant et un chauffage sol. Pierre-Yves, votre système, il répond justement à ce genre de situation. Oui, exactement. En rénovation, c'est souvent la problématique. Pas assez d'épaisseur, pas assez de place, pas aussi de capacité de reprise de charge. Donc on a développé un système mince, 2 cm, incluant tout le système d'émission de chaleur qui peut être mis en œuvre même sur des sous-structures pas très solides. Olivier, c'est vous qui vous êtes plus particulièrement occupé de ce chantier. La première étape, ça a été la pose de l'égaline. Voilà, donc on pose une égaline fibrée sur un PU projeté, donc qui était raboté, pour avoir une surface qui soit bien plane, pour pouvoir venir coller nos panneaux ensuite. Ici, en bas, on a d'abord placé toutes les plaques de bois pour définir le réseau des tuyaux, et puis on les a dans une deuxième phase collées. En haut, c'est un petit peu différent, on n'a pas travaillé de la même façon. Non, en haut, se trouvait sur un ancien plancher, donc ce qui nous permet d'agrafer directement nos panneaux sur le plancher existant. Ça permet de gagner du temps, ça permet aussi d'avoir des travaux qui seront moins onéreux. Olivier, une fois que les plaques en bois sont placées, on vient d'abord mettre ces petits rails métalliques. Voilà, donc c'est un diffuseur en aluminium qui va s'insérer dans la gorge qui était fraisée dans le panneau en MDF. Ensuite, on viendra clipser le tuyau dans ce profilé. D'accord, ça c'est le tuyau, c'est un moment un petit peu délicat, il ne faut pas qu'il se coude. Voilà, donc on essaye de faire un petit peu attention, on va essayer de ne pas le croquer. Le rôle du diffuseur en aluminium, c'est aussi de suspendre ce tuyau, donc il ne sera jamais comprimé. Et alors ensuite, on recouvre l'ensemble d'un trait en aluminium qui va lui servir de diffuseur de chaleur. C'est une spécificité de système de chauffage Opale, c'est de pouvoir répartir cette chaleur de manière uniforme grâce à ce treillis qui va aussi servir d'accroche pour tout ce qui sera colle à carrelage. Ici, on a chaque vanne qui va correspondre à un circuit. En fonction de la température que l'on demande dans la pièce, on va jouer sur le débit. À l'inverse d'un chauffage classique qui va donner une température égale pour tout un étage, ici on va pouvoir jouer sur chaque demande de chaque pièce pour assurer ou pas une chauffe du local. Donc mettons que je veuille 23 dans ma salle de bain pour le matin, je vais pouvoir demander ça à mon thermostat et ça va venir agir ici sur la vanne. Voilà. Pierre-Yves, la maison est très bien isolée, son besoin en chauffage est vraiment très faible, on va pas avoir trop chaud avec tous ces tuyaux. Non, il y a la régulation qui maintiendra la température de consigne. Et puis de toute façon, le système fonctionne à basse température. Merci beaucoup Pierre-Yves, on va vraiment consommer très peu dans la maison de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos techniques sur le blog de la maison, lamaisondelémission.com. On se retrouve très vite pour la suite des travaux. Virginie, on l'a vu un peu partout dans la maison, il y a un vrai héritage familial aussi, des pièces de mobilier, de famille qui sont là, des tableaux qui sont bien présents aussi et qui sont mis en valeur par la couleur, et vous vouliez attirer notre attention là-dessus. Et oui, ici, on a des mises en valeur de couleurs, effectivement. On va la retrouver derrière nous. Et puis dans le séjour, un grand bandeau orange. Alors l'astuce de ces touches de couleur, c'est que, elles ne touchent pas les angles des murs, donc elles sont détachées, on peut changer facilement. Et puis autre chose, on a des plafonds arrondis, qui étaient vraiment les anciens plafonds, donc on a conservé ce système, et c'est sûr que tracer une distinction entre le plafond et le mur dans ce cas-là, c'est pas facile. Ou alors il faut s'appeler Robert. Vous êtes venu aussi avec un petit shopping et la mise en avant d'un designer belge que l'on connaît bien, c'est Thierry Bataille. Voilà, qui nous a fait ici des petites shopper lights, donc c'est des petites lampes, voilà, qui sont réalisées avec un support dans un nouveau matériau. Alors c'est un matériau qui ressemble très fort à un matériau qu'on connaît déjà. C'est du MDF. Voilà, et bien non pas du tout, c'est du velcromate. Donc c'est finalement un peu le même principe, ce sont des particules de bois agglomérées avec de la résine, sauf que c'est plus dense et que ça découpe plus facilement et que vous avez aussi des pigments naturels pour le colorer dans différentes couleurs. Alors on l'a dit, Thierry Bataille est belge, il vient du Hainaut et en fait tous ceux qui de près ou de loin ont travaillé sur cette lampe viennent de sa région, c'est important aussi de le préciser. Alors vous savez que Sarah adore faire pousser les légumes et donc quand elle aime quelque chose, elle demande à Robert de faire quelque chose. Bricot et tout devient possible. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Vous avez des problèmes de plantation? Pourquoi ça pousse pas? Ah ouais, quand même. À mon avis, c'est un problème au niveau des petites graines. On va vous fabriquer un truc pour arranger ça. Un truc qui fonctionne au moins? Évidemment. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. C'est une boîte comme ça, avec un couvercle. Vous êtes bien meilleur en bricolage qu'en dessin. Ça, c'est pas faux. On va tracer la découpe. Voilà. Lunettes. Et voilà. Tiens, c'est quoi comme bois? C'est du sapin blanc du Nord. Donc si on veut le laisser à l'extérieur, il faudra le traiter évidemment à la fin.
Et maintenant, on met le couvercle? Non, on va commencer par poser la structure du fond en mettant 3 chevrons. Et pourquoi on met pas une simple planche en dessous? On va quand même mettre quelques sacs de terre là-dedans, donc. Il faut quelque chose qui puisse résister au poids. Ah, vous changez de bois pour le fond? Oui, comme on ne le voit pas, je me suis dit qu'un bois premier prix ferait très bien l'affaire. Maintenant, on met le couvercle. Oui, mais avant ça, on va mettre 2 petites poignées pour pouvoir la transporter. Ah, ce sera une mini-serre mobile. Voilà, pour une fois, vous avez tout compris. Oh. Voilà qu'on va ressembler le couvercle et on va venir mettre une feuille de plexi. Et on va la clouer? Ah non, on va travailler proprement. Moi, je propose de faire une rainure pour venir l'enchasser à l'intérieur. Le plexi doit faire 94 par 61. Et voilà. On va tirer la ligne au cutter. Et avec quoi on va le couper, le plexi? Alors, le plexi, ça se travaille très bien avec les outils avec lesquels on travaille le métal. Donc, il faut des très petites dents très rapprochées. Voilà. Un trait pour nous guider pendant la coupe. Et maintenant, on va assembler le couvercle avec des cales en bois. Pourquoi pas avec un L métallique, c'est plus fun, non? Mais justement, il y a une raison technique, mais je vous expliquerai après, ce sera plus simple. Hop. Et maintenant, on va poser les charnières. On le met sur la structure? Oui. Un petit essai. Ta-ta-tan! Vous voyez les cales dont je vous parlais? Ça permet de laisser une aération. On va laisser respirer les plantes. Bah oui, c'est une serre, c'est pas un four. Et ça, c'est pour protéger le bois? C'est ça, c'est pour dissocier le bois de la terre, pour ne pas que le bois pourrisse. Et voilà. Poussez bien, petite salade. Il nous faudra encore un petit peu de patience avant de les manger. Hein. Ça tombe bien, il faut le vernir encore. Juste à l'extérieur, là. Allez, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Voilà, c'en est terminé de cette émission ici à Bruxelles. La semaine prochaine, on se retrouvera dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.